Toujours dans les cadres de notre travail, nous sommes là pour vous servir. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. Vous êtes là sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, Maman Excellencia. C'est votre émission Rendez-vous du soir. Ici, nous traitons l'actualité majeure de notre pays, les sujets qui dérangent, les sujets qui font couler beaucoup d'encre et salive. Dans cette émission Rendez-vous du soir, vous êtes en direct en train de nous suivre. Aujourd'hui, comme je viens de l'annoncer il y a quelques minutes, nous avons la présence de Monsieur Luc Kabunangu. Il est ici avec nous. Il est auditeur professionnel, les pères également, de la philosophie Léopard. On en parle ces derniers temps, presque dans plusieurs plateaux, dans les réseaux sociaux. C'est l'initiateur. Il est ici avec nous. Monsieur Luc Kabunangu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Monsieur Luc, avec vous, on va décrypter les grandes lignes d'actualité d'aujourd'hui et également de la semaine, mais vous êtes sans ignorer que l'actualité reste dominée par la publication du calendrier de la CENI. C'était au début de la semaine. Le président Kadima a publié, mais ces calendriers semblent poser des problèmes dans la classe politique congolaise. Il y a ceux qui pensent que le calendrier n'est pas réaliste. Vous allez placer un mot par rapport à cela. Et aussi, il y a l'intervention ou le propos du président burundais, Ndayishimiye. Il y a ceux qui pensent qu'il a donné aux Congolais des leçons. Notre pays, on n'a pas une armée. Sur ce, l'armée régionale va rester dans notre pays jusqu'à ce qu'on aura une police et une armée capable à défendre la population et l'intégrité de nos territoires. La question de l'Est reste également sur la table. Nous allons placer un mot sur ça. Mais l'actualité la plus dominante aujourd'hui, c'est la rencontre du chef de l'État avec la jeunesse de la République démocratique du Congo. C'était au Palais du Peuple. Il y a eu l'échange à chaud. Le chef de l'État a donné la parole aux jeunes. Les jeunes se sont exprimés. Vous également, vous prenez sur l'émergence de la jeunesse. Vous luttez contre la pauvreté également. Oui. Et vous voulez que les jeunes aillent de l'avant, que les chefs des entreprises se multiplient, les Congolais puissent trouver quand même de l'emploi et faire des millionnaires congolais. C'est possible avec votre philosophie Léopard parce qu'on entend parler. Mais commençons d'abord par les débuts. Une question d'abord de curiosité, M. Luc Kabunangu. Au début de la semaine, j'ai suivi le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, avec quelques sénateurs, en train de dire que la RDC doit nécessairement se débarrasser de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que cette communauté, elle est hypocrite. Pensez-vous qu'il est temps que nous puissions nous débarrasser de la communauté internationale? Merci beaucoup, Monsieur Delphin, pour l'invitation d'abord, l'opportunité que vous nous accordez d'échanger sur des questions d'actualité et des questions qui intéressent notre nation et qui orientent un peu l'opinion, si pas aussi donner de la matière aux décideurs. En ce qui concerne le point de vue sur le retrait de la RDC, de la communauté internationale, le prendre comme ça, comme vous l'avez énoncé, non, on ne peut pas retirer la République de la famille internationale, de la communauté internationale. C'est impossible. C'est la Chambre haute, c'est les sénateurs et c'est le président du Sénat avec plusieurs sénateurs. Ils ont fait cette déclaration parce que, selon eux, cette communauté nous joue les faux jeux avec le Rwanda. Cette communauté ne nous appuie pas sur ça. Ça ne servira à rien de rester dans cette communauté. Et aussi, même la langue française, il faut la bannir, à prendre même l'anglais. Écoutez, je ne pense pas, encore une fois, qu'on peut se retirer de la grande famille des nations du monde. Nous sommes un membre de la famille. Il parlait probablement du retrait de certaines institutions. C'est une question que l'on peut aborder et discuter de part et d'autre, voir quels sont les arguments qu'eux ont posés et quels sont les arguments que d'autres pourraient avoir. Nous avons, par exemple,
un problème avec les Nations Unies, avec le Conseil de sécurité des Nations Unies et avec le rôle que joue la MONUSCO dans la République démocratique du Congo. Et il y a des questions qui sont posées à ce jour sur l'efficacité et même le besoin d'avoir la MONUSCO encore sur terrain en République démocratique du Congo et dans le format et avec la mission qui est sienne aujourd'hui, vu le résultat sur terrain et les atrocités et la souffrance que vit la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, ce genre de questions, il est important de les poser et de chercher des réponses. Je pense que je suis d'avis aussi, comme bon nombre de la population congolaise aujourd'hui, qui demande à ce que la MONUSCO puisse partir du pays parce que nous ne voyons pas finalement quel est son apport, surtout d'ailleurs avec les tout derniers développements ici, avec le M23, avec les négociations et tout, nous voyons les forces de la MONUSCO jouer de moins en moins un rôle sur terrain qui puisse satisfaire la population congolaise qui se voit endeuillée, violentée, meurtrie, avec la destruction de leurs biens, de leurs propriétés, avec autant de déplacés internes, avec toute la souffrance que ils sont en train de vivre. Alors, il y a des questions à se poser. Alors, M. Le Kabunango, si vous dites que la MONUSCO est incapable de protéger les Congolais, d'assurer la paix, cette MONUSCO, c'est l'émanation de la communauté internationale. Oui. Quand Antonio Guterres dit que la MONUSCO est incapable, ou l'ONU, voulais-je dire, est incapable de bouter dehors le M23 parce que le M23 a les armes sophistiquées. Si on est outillé, on sait déjà que c'est une fausse communication parce que la MONUSCO a plus des armes que ces rebelles-là. Est-ce que ce n'est pas le faux jeu que la communauté internationale joue sur ces... Il faut utiliser ces langages forts parce que cette communauté, elle n'est pas protectrice. Écoutez, je pense pour ma part, et je m'excuse, je vais emprunter peut-être un terme aussi fort, comme j'ai trouvé que lui a usé d'une attitude assez révoltante, et vous avez vu autant de Congolais qui se sont révoltés contre ses propos. Moi, je pense qu'il a parlé avec beaucoup de légèreté sur la question des violences ou de la guerre, de l'agression de la RDC. Je pense qu'il a perdu un peu d'humanisme et de sympathie pour les victimes de cette agression. Il a perdu un peu de sympathie pour ce que ressentent les Congolais et l'humiliation que subissent les Congolais de par l'agression du Rwanda qui se présente comme le pays agresseur à la face du monde, vu ce que représente le Rwanda et la RDC, alors que de l'autre côté, par la même institution qui le dirige, le secrétaire général Antonio Guterres, ils nous ont imposé une forme d'embargo contre l'armement qui ne dit pas son nom. La RDC est sur la liste noire, on ne peut pas acheter les armes, le Tundula l'a dit. Oui, avec tout ça, c'était quand même révoltant. La façon dont il a parlé de la question d'armement du Rwanda, qui ne voulait même pas citer. Vous avez vu aussi quand on lui a posé la question. C'est pour ça que moi, je déplore la légèreté avec laquelle, peut-être qu'il n'était pas préparé pour cette interview, mais de la façon dont il a adressé la question. Est-ce que ce n'est pas une communication pour nous affaiblir, pour nous faire peur, dire qu'on est obligé de négocier avec ces rebelles parce que nous, on ne peut pas acheter les armes? Ce n'est pas une communication voulue, teintée, pour intimider les Congolais. C'était pas une communication comme ça. Mais je pense que c'était très violent. Il est le secrétaire général des Nations Unies quand même, auquel nous sommes membres à part égale comme le Rwanda et tous les autres pays. Et les Nations Unies
fonctionne avec une charte et repose sur des lois internationales qu'elles sont supposées renforcer. Et de par cela, je pense que son attitude a été déplacée. Et si c'était possible, moi je pense qu'il aurait mieux fait de s'excuser et de corriger, même si il y a une certaine volonté quelque part de tordre le bras de la RDC. Voilà la raison de l'action diplomatique, là où nous pouvons aller sur ce terrain et nous battre aussi diplomatiquement. Je pense que le Rwanda a fait son jeu depuis des années pour nous amener là où nous sommes. Nous nous réveillons aujourd'hui. Je pense qu'avec le président Félix Tshisekedi, nous devenons aussi de plus en plus forts dans la diplomatie sur le plan international et nous sommes en train de redorer le blouson de la RDC. Je pense que nous continuons à marquer des points progressivement sans se limiter seulement à la diplomatie pour adresser cette question, mais en empruntant aussi les autres voies telles que la voie militaire avec les difficultés que nous avons, mais quand même militairement nous faisons aussi face sur terrain, en plus d'autres mesures ou d'autres démarches politiques, par exemple avec la mobilisation populaire de toute la population congolaise face à cette agression. Tout cela compte, y compris pour ceux-là qui se cachent derrière le Rwanda, qui sont suspectés d'être juste des groupes capitalistes qui veulent avoir la main sur les minéraux de la RDC. Ces groupes, généralement, ils entendent le langage de la force populaire. Si la population peut se mettre debout et dire non, nous n'acceptons pas ça, et que même les intérêts qu'ils cherchent dans notre pays, cette population a la capacité de bloquer ces intérêts, vous verrez que la donne va changer et les négociations se feront autrement pour que la RDC puisse retrouver sa part qui va de son intégrité territoriale et de la souveraineté de son État. Alors, Monsieur Tati qui est à la réalisation, vous pouvez me donner, cherchez-moi la photo où le chef de l'État est avec le président Paul Kagame. Il y a plusieurs photos là. J'aimerais avoir cette photo ici derrière. Alors, Monsieur Lik Kabunango, je précise, hein, mon invité d'aujourd'hui s'appelle Monsieur Lik Kabunango. Il est auditeur professionnel et il est également le père de la philosophie et léopard. Il est ici avec nous. On est en train de décrypter les grandes lignes d'actualité. Mais il y a quand même le président burundais qui a donné les conseils aux Congolais que nous devons nous prendre en charge. Il ne faut pas attendre que l'armée étrangère ou les autres puissent venir nous aider afin que nous puissions trouver la solution à nos problèmes. Nous devons nous souder, mais il a chité par dire que... Non, remettez l'autre photo là, pas ça. Merci, merci. Alors, quand il dit que l'armée régionale va rester en RDC jusqu'à ce que la République démocratique du Congo aura sa police propre et forte et une armée forte pour défendre l'intégrité de la population. Est-ce que ce n'est pas une forme d'occupation que ces étrangers veulent nous imposer? Écoutez, je pense que nous ne devons pas être aussi paranoïaques avec cette question d'occupation des forces étrangères. Nous l'avons subi assez longtemps avec le Rwanda et nous sommes en train de le combattre et de l'arrêter. Et je ne pense pas que par la démarche entreprise maintenant par l'État congolais aujourd'hui, que c'est pour faire le tour et revenir à la case de départ où nous nous ramenons encore sous occupation étrangère. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a peut-être un problème de communication et que, oui, c'est que disait le président, c'est que nous vous accompagnons jusqu'à ce que vous êtes en mesure de vous prendre en charge. Donc la RDC n'est pas en mesure de se prendre en charge. Sinon, pour les objectifs pour lesquels nous les avons
invités, sinon nous ne les aurons pas invités de venir chez nous et de nous assister pour le moment. Que cela prenne 3 mois ou 6 mois ou 18 mois, au moins pour cette période-là, nous avons des choses à faire pendant que la force de l'Est, la force régionale nous assiste jusqu'à ce que nous puissions continuer. Est-ce que ce n'est pas une erreur parce que la MONUSCO a fait autant d'années ici, nous voulons se débarrasser de la MONUSCO, oui, mais on prend une autre force. Est-ce que ce n'est pas une forme d'occupation? Parce que quand le président Ndayishimiye dit, c'est comme si vous avez l'orange, alors vous n'arrivez pas à vous partager, vous cherchez quelqu'un d'autre pour vous aider, mais celui-là va aussi presser les jus jusqu'à ce que vous deux, vous allez manquer les jus. S'il faudrait aller au-delà, décrypter cela, ce qui veut dire, c'est que vont venir et aussi vont trouver la richesse et ils vont aussi chercher à prendre part. Ce n'est pas une erreur diplomatique. Qui se dispute l'orange d'abord ici? La RDC de Rwanda. Le Rwanda veut occuper nos terres parce que quand le chef de l'État dit que le Rwanda a les ambitions démesurées. Non, c'est très bien. Vous avez bien dit, vous avez donné un détail très très important. C'est pour ça que je disais, il faut qu'on fasse attention aussi avec l'erreur de communication parce que ici, nous ne pouvons pas nous disputer l'orange avec le Rwanda. Et un voisin sincère qui vient pour aider ne peut pas venir nous dire que vous vous disputez l'orange et vous allez en perdre le jus parce que l'orange nous appartient. Vous venez de dire, ce sont nos terres, nous ne pouvons pas nous disputer nos terres avec le Rwanda. Ça c'est aberrant, c'est déplacé. Mais c'est ce que le Rwanda veut. C'est ce que le Rwanda veut. C'est déplacé, c'est ce que le président Paul Kagame aujourd'hui veut. Je ne pense pas que le Rwanda l'a toujours voulu parce qu'avant lui, le régime qui était là n'avait jamais voulu des terres congolaise et n'avait jamais fait ce que Kagame fait aujourd'hui. Et après lui, je ne pense pas que nous reviendrons encore à la même situation. Parce que j'espère que il y a une leçon à apprendre de part et d'autre et qu'au Rwanda, tous ceux-là qui pouvaient avoir cet esprit d'aventure comme celui de Kagame vont comprendre que le Congolais ne va jamais laisser un seul centimètre de son territoire être pris par le Rwanda, ça c'est un. Et de deux, parce que de notre côté, nous venons de réaliser aussi, je l'ai dit autrefois, autant que les pays voisins peuvent être une grande opportunité économique pour nous, en ce que nous pouvons avoir des transactions économiques gagnant-gagnant avec 9 voisins, c'est un très grand marché auquel nous sommes exposés, mais nous venons de comprendre aujourd'hui qu'en même temps, il constitue un grand danger pour nous, un risque assez élevé, un risque de notre sécurité. D'où, dorénavant, je pense que la RDC devra comprendre les enfants congolais. Et voilà l'importance de parler aussi à notre jeunesse, à nos enfants, qu'ils puissent, dès le bas âge, comprendre ce que représente la RDC au monde entier et dans la sous-région, et savoir, pas seulement avec la génération, notre génération aujourd'hui, mais quand nous allons passer, que ceux-là qui viendront après nous, qui n'ont pas expérimenté, qui n'ont pas vécu l'humiliation que nous vivons aujourd'hui avec le Rwanda, qu'ils puissent avoir cette leçon, qu'ils doivent toujours veiller à avoir une armée forte pour faire face à la menace et dissuader les voisins qui peuvent s'aventurer encore comme le Rwanda l'a fait. Merci à M. Luc Kabunango. Je salue même la communication du ministre de la communication de la RDC, okay. M. Patrick Mouyaya. Il est également porte-parole du gouvernement. Il veut à ce que nous soyons vraiment éveillés. Il veut que la population soit mobilisée pour aider les chefs de l'État face à ces combats, parce que si le peuple est derrière les chefs, je pense que l'ennemi n'aura pas de porte. Hein. C'est la philosophie léopard. La philosophie léopard. Il parle de la philosophie léopard. Merci. Il fallait qu'il vous cherche pour les droits d'auteur. Alors, j'aimerais que, M. Tati, donnez-moi d'abord une photo de la maman nationale. J'aimerais avoir une photo ici derrière de fake news. J'aimerais éclairer les Congolais. Donnez-moi la photo de la première dame, ici derrière. Monsieur Luc Kabunango, au moment que la RDC est en train de traverser des crises comme ça,
il y a certains ennemis de la République qui manipulent des choses dans leur labo. Voilà la photo ici qui est derrière. Oui. On met la première dame Oui. avec un polo écrit M23. Oui. Une manière de faire croire au public que la première dame soutient les ennemis de la République. J'ai dit, c'est faux. Il y a l'original. Nous avons l'original, la photo originale. Oui. Donnez-moi la photo originale. Je vous ai, si je pose cette question, parce que je sais que vous êtes un leader d'opinion, donc vous pouvez orienter plusieurs. La bonne photo est là. Oui. Où la première dame soutient l'armée de la RDC. Elle a fait ça, symbole de bravoure, de la force, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces ennemis de la République qui pensent manipuler l'opinion? C'est comme si les autorités congolaises et les Congolais sont contre notre armée. J'adresse la question par la philosophie Léopard. Ok. Dans la philosophie Léopard, nous avons différentes parties prenantes. Quand il s'agit du football, nous avons les Léopards, ils sont les acteurs sur terrain, mais nous avons en plus des acteurs sur terrain, nous avons des supporters, nous avons des soigneurs, nous avons l'entraîneur, nous avons les hommes des médias qui souvent peuvent se retrouver en opposition et avec l'équipe et avec l'équipe de management, avec même l'État qui gère des ressources de l'équipe ou qui pourvoit des ressources de l'équipe. Mais si dans le rôle des médias, par exemple, ils jouent un rôle négatif qui décourage l'équipe, je ne pense pas que la popularité que cherchent les médias aura un fondement et je ne pense même pas que cette popularité-là sera à long terme. À un moment donné, tout le monde va se rendre compte que les gens qui jouent contre ou qui œuvrent, qui agissent contre notre équipe et qui font perdre l'équipe, ce sont ceux-là. Et à un moment donné, on va les isoler d'une façon ou d'une autre et ils seront punis d'une façon ou d'une autre. Il est malheureux qu'avec l'opportunité que offre le régime actuel, celui de libre expression, que l'on se retrouve avec une catégorie des Congolais qui trouvent que une stratégie politique peut être ramenée à ce niveau de choses, d'intox, de calomnie, de diffamation. Et c'est en train de polluer l'environnement et avec très peu de discernement dans beaucoup de gens, ça nous amène même à accorder de l'importance et à en débattre tel que nous le faisons aujourd'hui sur un plateau aussi important. Alors qu'autrefois, si l'opinion publique était déjà à un niveau de maturité avec le discernement, il serait en train de sanctionner ce genre de comportement incivique. C'est malheureux. Moi, j'encouragerais les compatriotes qui se comportent de cette façon de rester dans leur rôle d'opposition et de jouer un rôle constructif parce que après tout, quand les léopards gagnent, c'est la République qui gagne. C'est la joie de tout le monde. Quand la République est sécurisée et elle retrouve sa souveraineté, son intégrité territoriale est garantie, ses populations sont en paix et elles peuvent travailler et s'engager peut-être sur la voie d'un développement économique, cette prospérité-là va bénéficier même ceux-là qui se mettent sur leur clavier en train de faire leur travail parce qu'ils auront de la clientèle qui saura bien payer pour leurs services ou pour leurs produits. Et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, sans le savoir, c'est une autodestruction.
Voilà, merci Monsieur Luc Kabounan. Je précise que vous êtes leader d'opinion, vous êtes auditeur professionnel, les pères de la philosophie Léopard. Derrière cette philosophie, c'est toute la RDC. Hein. Donc la philosophie est acceptée par plusieurs personnes parce que ça répond aux besoins actuels de la RDC. Alors Monsieur Tati, si je peux prendre la photo de la CENI avec Kadima ou avec les éléments de la CENI, parce que Monsieur Luc doit placer un mot par rapport à ces calendriers publiés par la CENI avant de chuter par la rencontre du chef de l'État avec les jeunes. Monsieur Luc Kabunango, vous voyez le président Kadima qui est là, il a publié un calendrier, mais l'opposition n'est pas d'accord. L'opposition pense que ce calendrier n'est pas réaliste. Parce que nous voulons les élections en 2023, mais il faut qu'il y ait les bonnes élections, pas les élections précipitées. Qu'est-ce que l'opposition a proposé à la place? Vous voyez, c'est vrai que le calendrier qui a été proposé montre des grands défis. C'est vrai que avoir le timeline qui est présenté, nous n'avons pas à nous permettre, ne fût-ce qu'un petit retard d'un jour, d'une semaine dans la réalisation de ce calendrier. Je pense cependant que le management de la CNI s'est engagé à faire ce travail et à planifier de la façon dont il a planifié et de venir dans sa compétence nous produire un calendrier qu'il croit être en mesure de réaliser si tous les moyens étaient mis ensemble pour que le calendrier soit réalisé. C'est un grand défi, je le concède aussi. Surtout voyant tout ce qui se passe dans la République aujourd'hui. Bon, nous sommes sur la question des élections. Moi, j'aurais voulu prioriser l'identification nationale et la constitution d'une base de données civile bien sécurisée, très fiable, avant d'arriver aux élections. Est-ce que c'est possible avant les élections? Je ne sais pas, mais nous avons autant de défis qui sont exacerbés aussi par ce qui se passe à l'est de notre pays, qui nous coûte beaucoup de ressources que nous pouvions investir d'autres choses comme les élections et accélérer un peu le processus. Donc, si je vous comprends bien, on peut retarder avec les élections. Il y a d'autres priorités que les élections. de défis. Bon, écoutez, si on n'arrive pas, je vous donne mon opinion, si on n'arrive pas à sécuriser l'Est de la République et qu'il y a des groupes armés rebelles qui continuent à occuper des territoires et à causer ce qu'ils causent là, au niveau des élections nationales du président de la République, vous aurez voulu avoir un président élu sur toute l'étendue de la République. Si la différence aurait été faite par la partie Est de la République, parce que les deux candidats qui sortent sont presque à égalité sur le reste des territoires, et que l'un arrivait à battre l'autre avec une petite marge, je vous assure que ça va nous amener dans des contestations, parce que l'autre peut déjà dire « tu as fait ça parce que tu savais que mon fief qui est de l'autre côté, qui allait me permettre de te battre, est exclu ». Voilà que nous commençons encore avec une autre série de contestations et d'insécurité. Donc pour la raison de la légitimité... Moi je pense, oui. Pour la raison de la légitimité, il faut faire les élections avec tout le monde. Et de la représentativité aussi des populations de l'Est, au niveau national, au niveau du Parlement national. Donc les deux chambres, comment est-ce qu'eux seront représentés? Faudra-t-il qu'ils soient représentés par les anciens députés ou... comment ça va se passer? Mais ce n'est pas la première fois. Donc, les élections de 2018, il y a quand même quelques provinces qui n'ont pas pu voter. Et nous avons les députés aujourd'hui. Alors, vous voulez faire l'exception? Je ne pense pas qu'il y avait quelques provinces. Il y a eu quelques territoires. C'est que je suis en train de dire, même si tel était le cas, je ne pense pas que les erreurs d'hier, qu'il faille les répéter aujourd'hui parce qu'on les a commises hier. Nous ne sommes pas ici dans une
compétition de perfection de nos erreurs. Nous cherchons par contre à résoudre nos erreurs et à nous améliorer et à nous corriger. Donc si c'était mal fait avant, nous avons une opportunité de corriger, surtout que cette fois-ci, même la souveraineté de notre État est attaquée. Pour la souveraineté de notre État, moi je pense que nous devons avoir des élections parce que déjà vous voyez aussi, il y a des gens que l'opinion reconnaît comme étant des étrangers qui veulent venir s'imposer chez nous et s'imposer dans les institutions de la République. Donc pour assurer notre souveraineté, nous devons avoir des élections. Et nous devons normalement les avoir dans le délai constitutionnel. Mais nous avons les défis que nous encourons parce que si nous voulons éviter à ce que les étrangers viennent perturber et tricher le processus électoral chez nous, nous devons identifier qui sont nos électeurs. Et voilà pourquoi moi je dis les élections, nous devons les avoir. C'est aussi une priorité, mais l'identification nationale et la constitution de la base de données civiles complète pas seulement des électeurs, parce que ce n'est pas toute la population qui va élire. Alors, nous devons la constituer, c'est aussi une priorité, je pense, qui vient avant les élections. Merci, M. Luc Kabounan. Je suis également d'accord à ce que les Congolais puissent avoir sa carte d'identité. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'avait dit, un Américain, il dit, mais M. Delphin, là où vous êtes, vous vivez dans un pays, mais vous êtes des sans-papiers. Donc, vous n'avez pas un document qui certifie que vous êtes Congolais. Si un étranger vient chez vous, et surtout s'il a le même morphologie avec les autres, il devient directement congolais. Donc, l'identification est importante, mais il y a une question. Comme ça que le monsieur du M23 passe par le processus électoral et qu'il se fasse voter et que nous voyons quelle est la représentation qu'ils auront à l'Assemblée nationale au Sénat. Alors, on résout le problème. Alors, cette question est importante, mais votre raisonnement, les opposants qui vous suivent maintenant risquent de dire que vous voulez les glissements. Alors, s'il y aura les glissements, alors il faut se mettre d'accord, il faut ouvrir des brèches, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut permettre que l'opposition entre dans le gouvernement afin qu'il y ait les glissements, comme Kabila l'avait fait en 2016. Vous serez d'accord, parce que je précise que vous êtes également de l'UDPS. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas du tout là-bas. Moi, je parle de la République, je parle de l'intégrité de la République et de la souveraineté de notre République. Je venais de vous dire tout à l'heure que le M23 puisse présenter ses candidats qui sont répertoriés, qui sont identifiés et qui vont les élire pour qu'on les voie comment ils vont se retrouver dans les institutions de la République. Mais le chef de l'État avait reçu les Tutsis et les... Parce que ce que nous avons... Les Tutsis et les Hutus. Hein? Oui, mais nous avons des Tutsis. La représentation des Tutsis. Est-ce qu'en RDC, nous avons des tribus Tutsis? Nous avons des Tutsis en Congolais? RDC. Congolais? Comme nous avons des Baluba ou d'autres Congolais ailleurs au monde. Nous avons même eu dans certains pays de représentants congolais qui ont été élus dans ces pays-là. Je crois qu'en Belgique, nous avons eu des Congolais qui ont été élus et nous avons même au niveau de certains parlements des Congolais. Donc là n'est pas le problème qu'on les reçoive des gens. Moi j'ai grandi, je suis né et j'ai grandi avec des enfants Tutsis que j'ai considérés jusqu'aujourd'hui comme mes frères. Ils se retrouvent ici. Si les lois du pays leur reconnaissent aussi ces droits de postuler et de se faire élire, mais ne pas voilà pourquoi nous disons ça. Le problème Tutsi, de la façon dont tu l'as posé, est-ce qu'il y a de Tutsi congolais? C'est peut-être un problème de terre. Est-ce qu'ils peuvent réclamer des terres aujourd'hui en RDC? Nous avons des Congolais en Belgique, à Londres, un peu partout. Est-ce qu'un jour, 20 ans, 30 ans, ils peuvent dire ça va, nous voulons... Non, mais pourquoi ils vont réclamer des terres s'ils sont Congolais? Je ne pense pas que le Mouyaka du Bandundu a des terres à réclamer. Il est déjà attaché à sa terre, il n'y a pas de réclamation à faire. Et quand vous êtes citoyen
d'un pays, vous êtes citoyen, vous avez tous vos droits, vous avez vos obligations et vous vivez avec ça. C'est simple. Je pense que quand on en vient maintenant aux étrangers qui vont vivre dans un pays et que après autant de générations commencent à réclamer des parties des terres, je pense que le monde, soit il faut que le monde entier revoie encore les lois internationales pour régler cette question, ou soit ça sera une recette pour le chaos au niveau international, parce que ça ne sera pas le problème que de la RDC. Je vous assure que ça sera le problème du Rwanda lui-même, du Burundi, du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda. Ça sera le problème aussi au Congo-Brazzaville, en Angola. Toute l'Afrique sera en flammes si on devrait se comporter de cette façon. Pas seulement l'Afrique, mais le monde entier. Merci, Monsieur Luc. Imaginez-vous que les Chinois aillent réclamer des terres aux États-Unis parce qu'il y a des grandes communautés chinoises aux États-Unis. Vous voyez ce que ça va faire? Que les Russes aillent réclamer des terres en France ou en Europe, là-bas ou aux États-Unis. Vous voyez ce que ça va donner? Donc, la communauté Tutsi ou la communauté Tutsi bon, ces gens-là, les Azarias, Soubéwa et les autres là, j'ai vu le chef de l'État les recevoir. Bon, s'ils sont congolais par papier, c'est pas mauvais. Vous dites congolais par naturalisation. Voilà. Oui, bon, ils ne peuvent pas réclamer des terres si ils n'ont pas leurs ancêtres ici. Alors, mais ceux qui ont des terres, qui sont déjà attachés à certaines terres là où ils vivent, ils y sont. Il y a même pas de débat. On ne devrait même pas soulever la question. Merci, Monsieur Luc Kabunongo. Nous chutons avec cette dernière question qui fait couler beaucoup d'encre. Ça parce que c'était chaud. Hein. Monsieur Tati, donnez-moi ici derrière l'image où le chef de l'État est au Parlement avec la jeunesse de la RDC. Monsieur Luc Kabunongo, auditeur professionnel, les pères de la philosophie. Léopard, vous étiez également dans la salle. Oui. Quelle est d'abord l'impression, quelle est d'abord votre impression? Vous voyez le chef de l'État devant une foule de la jeunesse échanger avec cette jeunesse. Ça vous a fait quoi? Bon, je pense que là, ce sont des fleurs que nous pouvons continuer à jeter sur le président de la République parce qu'il est d'une ouverture démocratique qui nous donne beaucoup de chance. Et voilà pourquoi moi je condamne ceux-là qui abusent de cette ouverture pour des négativités et des actions qui sont contre-productives. Ici, il donne encore l'opportunité aux jeunes, à la jeunesse congolaise d'échanger avec lui et de venir librement échanger, présenter leurs doléances et pourquoi pas aussi leurs idées pour ceux-là qui ont des initiatives et des nouvelles idées. C'était très intéressant parce que la jeunesse, comme vous savez, elle est toujours bouillante, la jeunesse est toujours chaude, elle a toujours beaucoup d'énergie. C'était une expérience assez intéressante de voir tous ces jeunes gens un peu dans leur environnement, dans cette ambiance où ils chantaient, ils dansaient, ils disaient des choses. C'était intéressant. Est-ce que c'était une manière de rassurer la jeunesse que je suis le chef de l'État de tout le monde, je vous considère, je vous donne votre place et vous pouvez également ajouter un plus à ces pays? Est-ce que, parce que j'ai suivi l'échange entre chefs de l'État avec la jeunesse, je prends un exemple d'un jeune que j'ai l'habitude de recevoir sur mes plateaux, monsieur Don Israël, qui a même accusé le ministre du gouvernement, les corrompus. Il a même dit que le chef de l'État a nommé un stagiaire. De tout ça, ça vous a fait quoi? Parce que vous luttez pour que le jeune se retrouve. Bon, d'abord la première partie de la question, oui, le président donne l'opportunité à la jeunesse. Il disait à cette jeunesse que je ne vous ignore pas, je vous considère et j'ai à l'esprit toutes vos doléances. Vos problèmes. Je connais, oui, tous vos problèmes. Il a dit, je connais
mon peuple, je connais ma jeunesse. Donc, je connais vos problèmes, je connais vos besoins, je connais vos aspirations. Ça, c'était la première communication qui est partie. Okay. Sur la question dans Israël. Dans Israël, un entrepreneur congolais, oui. Il a caché des vérités devant les chefs de l'État. Oui. J'espère qu'il faut les protéger, hein, parce que là, protéger qui? Ces vérités-là ou protéger? Bon, parce qu'on sait en RDC, il y a certaines personnes, quand on vous dit des vérités comme ça au chef, ils sont habitués dans l'ère mafia. Si réellement ce qu'il a dit c'est vrai, les jeunes peuvent avoir des problèmes. Je ne souhaite pas. Mais dis-moi, est-ce que ce qu'il a dit, c'est des réalités? Bon, je ne sais pas quand est-ce que cela est arrivé. Peut-être que vous êtes encore dans l'histoire. Mais si le président de la République donne cette opportunité et si les jeunes gens se voient libres de venir et de parler avec leur cœur et avec autant d'énergie, c'est parce que déjà ils savent qu'il y a cette ouverture. Je pense personnellement, le président de la République l'a dit déjà, je connais ma jeunesse, je connais vos problèmes. La plupart, si pas tous les problèmes dont il a parlé, que le président connaît, et le président est en train de prendre des mesures pour essayer de les résoudre. Sur la question de la sous-traitance, je pense qu'il a dit beaucoup de vérité, pour ne pas dire que tout ce qu'il a dit est vrai. Il a parlé avec son cœur, avec l'énergie de la jeunesse. Et vous savez, la jeunesse peut commettre des erreurs dans le langage. Je ne pense pas que le temps qu'il a pris, s'il n'était pas jeune, je crois que ça serait interprété différemment, ou même nommer des entreprises ou même des individus, des particuliers. Je pense que c'était pas le lieu, c'était pas l'endroit approprié pour le faire, parce que là on accuse directement des gens qui ne peuvent pas répondre et se défendre. Mais l'essentiel, c'est peut-être essayons de mettre à côté les dérapages et de voir le jus du message, qui est que à ce jour les étrangers continuent à contrôler presque toute l'économie congolaise, et que c'est vrai que les gens ils s'en foutent, excusez-moi le terme, de la loi sur la sous-traitance. Ils la violent à volonté, et parce qu'ils savent que il n'y a pas de conséquences. Et lui, je vois la frustration quand il s'exprime que ça ne devrait pas continuer de cette façon. À l'Est, nous sommes en train de mourir à cause de nos richesses, et de ce côté ici, on est en train de tout prendre, et la population congolaise majoritairement jeune croupie sous une pauvreté extrême. Ça devrait arrêter. Voilà pourquoi nous comprenons la frustration de notre frère. Ça devrait arrêter. On devrait dire assez, c'est assez, là et pas un autre jour avec ça. Et à ce moment-là, se mettre au travail pour commencer à transformer notre société, notre économie, promouvoir ces jeunes qui restent dans le chômage avec tout ce que cela entraîne sur votre propre personne, et sur votre confidence personnelle. Je pense que au-delà de chercher à créer des emplois pour les jeunes et les engager, ils peuvent créer des emplois eux-mêmes et employer d'autres. Globalement, il est prouvé que 70% des emplois sont créés par la petite et moyenne entreprise. Mais ici, nous n'avons presque pas de petites et moyennes entreprises. Elles sont très petites, et celles qui bénéficient plus de la manne de la République, elles sont étrangères.
Et maintenant, toute la richesse, vous allez dans l'ordre dispersé du pays. Les chefs de l'État relèvent les problèmes parce que vous allez dans l'ordre dispersé. Vous ne vous regroupez pas. Voilà pourquoi ces forces étrangères vous divisent. Non, pas du tout. Là, c'était au niveau de la communication avec le président de la République. Bien évidemment, c'est très difficile, compliqué que vous puissiez avoir, je ne sais pas, 5, 6, 18 millions de jeunes Congolais qui, eux tous, veulent rencontrer le président de la République et lui parler du même sujet avec des institutions de regroupement bien faits, officielles, parce qu'il faut savoir aussi que l'une des choses que nous apporte cette loi de la sous-traitance, c'est qu'elle encourage l'activité économique de muter de l'informel vers le formel. Et il ne faut pas rester dans l'informel, continuer à faire beaucoup de bruit alors que soi-même on ne qualifie pas. Donc il y a des choses que nous devons faire de notre côté. C'est pour ça que je disais des corps bien constitués, légalement constitués, valablement constitués, qui peuvent à ce moment-là approcher pas seulement le chef de l'État, le chef du gouvernement existe, il y a des ministres sectoriels qui existent, et dont le travail, c'est de s'occuper de leur secteur. Mais je pense que jusque-là, on doit encore quand même taper fort sur la table, surtout sur des étrangers qui violent sciemment la loi, parce qu'il n'y a pas de conséquences. Et d'ailleurs, nous avons même, parmi les gens qui violent la loi, une expertise étrangère qui évolue dans la République et dont le pays n'en souffre pas. Le pays ne souffre pas du manque de cette compétence-là. Dans la chaîne, par exemple, de fournisseurs, de fourniture, le procurement, comme on dit, vous avez des managers étrangers qui viennent pour être des managers, des directeurs de procurement, alors que les Congolais peuvent bien faire ce travail-là. Et que font ces étrangers-là? Ils entrent dans cette mafia qui viole la loi impunément pour continuer à enrichir les étrangers au détriment des Congolais. Cela devrait s'arrêter. Je pense qu'avec la sous-traitance ici, elle doit aller de pair avec les étrangers, l'autorisation de travailler des étrangers en République démocratique du Congo. Merci, M. Lik Kabunongo. Vraiment, on est à la fin. Regardez la caméra. Ok. Qu'avez-vous envie de dire pendant cette émission que vous n'avez pas eu l'opportunité de dire? Alors, regardez la caméra. C'est également votre mot de la fin. Adressez-vous au Premier ministre, au chef de l'État et au chef d'entreprise. Au chef de l'État, d'abord, avec l'opportunité qu'il vient d'accorder à la jeunesse congolaise. Nous saluons cette initiative, que nous félicitons, nous encourageons que cela continue et que les doléances de la jeunesse soient vraiment prises en compte et que les jeunes commencent à trouver des solutions quand ils ont des opportunités comme celle-là à s'exprimer aux décideurs. Nous pensons que la question de la sous-traitance dans le secteur privé devrait recevoir une attention particulière. Ça fait longtemps que nous en parlons parce que nous sommes aussi d'avis que si nous avions des millionnaires et des milliardaires congolais à l'est de la République là-bas, ça serait très très difficile d'avoir ces étrangers qui viennent nous agresser pour voler nos richesses. Je pense aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous devons voir sérieusement cette question de l'identification nationale et de la constitution de la base de données civiles avant les élections. Nous voulons avoir les élections. Les élections sont une expression de notre souveraineté. On ne peut pas évoluer sans élections. Nous voulons les avoir dans le délai constitutionnel, mais nous avons aussi ce défi de identifier nos électeurs et nous pensons que cela devrait venir avant les élections, que cela se passe dans le délai constitutionnel, tant mieux,
Mais sinon, je pense qu'il nous faut réévaluer parce que nous n'allons pas continuer avec des agressions et l'instabilité telle que nous la connaissons qui cause beaucoup de problèmes parce qu'il faut vivre ce que la population de l'Est vit. Il faut vraiment se mettre dans la peau de nos citoyens de l'Est qui perdent leurs biens, qui sont des déplacés internes, qui connaissent des pertes de membres de la famille. Ce n'est pas une chose facile et pendant autant d'années, je pense que la population est traumatisée. Et parmi les mesures, je pense que l'identification nationale, au-delà de la mesure militaire et de la diplomatie et de la mobilisation populaire pour faire face politiquement avec toute la population, je pense que l'identification est aussi quand même très importante. Merci, Monsieur Luc Kabunango, mais vous n'êtes pas adressé au Premier ministre? Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Toute la vision du chef de l'État, c'est lui qui l'exécute. Nous le félicitons parce que nous voyons de plus en plus comment est-ce qu'il opère et que nous sommes en train de réaliser des grandes avancées. Nous pensons aussi sur ces deux questions. Le Premier ministre, nous l'invitons aussi à s'appliquer sur ces deux questions. Elles sont critiques, elles sont très importantes et avec son investissement aussi sur la question, nous pensons que nous pourrons avoir des solutions et le plus rapidement possible. Merci Monsieur Luc Kabunango. Avec vous, on peut même avoir des heures de temps. On ne peut pas terminer, mais merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que Monsieur Luc Kabunango, il est auditeur professionnel, le père de la philosophie Léopard. Il est également cadre de l'UDPS, mais quand on l'invite, lui reste vraiment dans la science, dans des propositions pour que son pays aille de l'avancée qui dit n'a pas de couleur. Hein. Si vous suivez ça, vous allez aller de l'avant. Merci à la réalisation, Monsieur Tati qui était là. Merci à vous également à la régie finale. Derrière la caméra, Monsieur Eric Ona, il a parlé de la situation de l'Est et aussi sur les élections, le calendrier publié par le président de la CENI, Kadima, et aussi sur la rencontre du chef de l'État avec la jeunesse. Monsieur Luc Kabunango a fait les contours de toutes ces questions de l'actualité. Suivez la rediffusion à partir de minuit également sur notre chaîne YouTube. C'est votre émission. Restez fidèles à nos programmes sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, maman excellente.